Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, la place du social dans le budget national. Une étude a été réalisée sur les allocations allouées aux secteurs sociaux. Quel constat donc? Nous le verrons tout à l'heure dans cette édition. Les médias audiovisuels privés se mettent en règle vis-à-vis de la HAC. Une convention a été signée ce matin entre les deux parties. Renouvellement pour certains, régularisation pour d'autres, mais il y a toujours de mauvais élèves dans la classe. Enfin, Africa Rythme, des sonorités d'ici et d'ailleurs. Chaque année chez nous, c'est déjà la 9e édition lancée ce jeudi. Rendez-vous est pris sur le 21 mai. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue et bonsoir à tous. Le ministre d'État nigérien, ministre des Transports, cet après-midi à la présidence de la République, reçu par le chef de l'État, Omar Hamidou Tiana, c'est son nom. Il est porteur d'un message de son président, Issifou Mohamedou, à son homologue Forna Simbe. Les précisions de l'émissaire nigérien sur l'audience des propos recueillis par Sylvain Raboutou. Je suis venu porter à son Excellence le président Faure Zozumna Simbe un message de son frère et ami, le président Issifou Mohamedou de la République du Niger. Comme vous le savez, nos deux pays entretiennent des relations exemplaires et que, surtout dans le domaine du transport, nous avons une vision commune. Et c'est ça, dans ce sens, que se situe le message que je suis venu porter à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le président de la République du Togo et le président Issifou Mohamedou entretiennent une vieille relation d'amitié, aussi vieille qu'importante et exemplaire. Et voilà, le ministre d'État nigérien, ministre des Transports, reçu donc cet après-midi par le chef de l'État. Le président Forna Simbe qui a appris ce matin avec beaucoup de tristesse la nouvelle du crash de l'avion de l'Égypte et de l'Égypte Air en Méditerranée, coûtant la vie à des dizaines de personnes, dont de nombreux Égyptiens. Dès qu'il a donc appris la triste nouvelle, le chef de l'État a adressé un message de compassion à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi en ces termes, dans ces circonstances particulièrement tragique qui endeuille la nation égyptienne. Je tiens à mon nom personnel et celui du peuple et du gouvernement togolais à vous adresser mes condoléances les plus sincères. Je vous prie également de bien vouloir être l'interprète de mes sentiments de compassion auprès des familles et proches des victimes et leur assurer de la solidarité du Togo en ces moments difficiles. Voilà ce que dit ce message de compassion du chef de l'État. On l'a donc appris tous ce matin, le crash, la disparition d'abord, puis le crash ensuite, confirmé de l'avion d'Égypte Air avec à son bord des dizaines de passagers. Le crash, le récit dans ce document France 2. Cet avion qui a disparu en mer. Selon les toutes dernières informations, des premiers débris de l'appareil viennent d'être retrouvés. Ce matin à Roissy, les familles des passagers étaient en pleine détresse. Tous ceux qui sont venus pour essayer d'avoir des nouvelles ont été conduits à l'écart pour être pris en charge. Qu'est-il arrivé au vol MS 804? Cet Airbus A320 de la compagnie Égyptaire qui avait décollé hier soir de Roissy direction le Caire s'est abîmé en mer au large de l'île grecque de Karpathos. Des débris en plastique et 2 gilets de sauvetage ont été aperçus dans la zone. L'avion avait décollé sans problème du terminal 1 de l'aéroport Charles de Gaulle à 23h09. À son bord, 66 personnes, 56 passagers dont un petit garçon et 2 bébés, 7 membres d'équipage, 3 personnels de sécurité. Dans l'air, le vol MS-804 ne semble connaître aucun souci. Il est à 11 000 mètres, son altitude de croisière. Vers 2 heures, les contrôleurs grecs ont un dernier contact avec le pilote égyptien. Selon eux, il est de bonne humeur, il n'y a apparemment aucun problème. Ensuite, étrangement, le pilote ne répond plus à leurs appels. Un peu plus tard, l'avion disparaît brusquement des écrans radars. Il chute rapidement. Le pilote opère 2 virages serrés, l'un à gauche, l'autre à droite, comme s'il tentait désespérément de reprendre le contrôle de son appareil. Pour le moment, on ne sait pas pourquoi l'avion a chuté dans la mer. En Égypte, on reste également prudent. Mais selon le ministre égyptien de l'aviation civile, la probabilité d'une attaque terroriste est plus élevée que celle d'un problème technique. Seul l'examen des premiers débris récupérés permettra d'en savoir plus.
Et voilà donc les circonstances de ce crash d'Égypte Air ce matin en Méditerranée. Je rappelle que le chef de l'État a envoyé donc un message de compassion dès qu'il a appris la nouvelle à son homologue égyptien. Le président de la République qui continue de son côté de recevoir des messages de félicitations à l'occasion de la célébration le 27 avril dernier de la fête de l'indépendance du Togo. Message enregistré ce soir du président Raymond Venouge de la République de Lactavia, de son Excellence János Áder de Hongrie et du président Boubacar Keïta, Ibrahim Boubacar Keïta, donc du Mali. Message de félicitations adressé donc au président Faure Gnassingbé. Le chef de l'État, on s'en souvient tous, a placé son mandat actuel sous le sceau social. Investir plus dans les secteurs sociaux, c'est donc le credo, la parole, les actes maintenant. Que dire justement des allocations allouées à ces secteurs sociaux? Une étude a été réalisée et présentée ce matin par le CADERT, les grandes lignes, Medina Salami. La liste du budget de l'État est consacrée à plusieurs secteurs tels que la santé, la protection et l'action sociale, l'éducation, eau et assainissement. Les résultats ont montré que les dépenses sociales ont progressé de 84 milliards en 2009 à 149 milliards de francs CFA en 2014. Sur la même période, les dépenses budgétaires totales sur financement interne ont augmenté de 288 milliards à 562 milliards de francs CFA. Il ressort de l'étude que les allocations budgétaires qui ont été allouées à la protection, à la promotion des secteurs sociaux ont connu une croissance de pratiquement 77% sur la période 2009-2014. Mais il ressort également de l'étude que la part des allocations ont été réduites dans le budget total. L'impact, il est là. Le taux de pauvreté est passé de 61,7% en 2006 à 55,1% en 2015. Nous avons les taux de mortalité infanto-juvénile et les taux de mortalité maternelle qui ont quand même connu une décroissance. Nous avons aussi les effets qu'on a remarqués dans le secteur de l'éducation où aujourd'hui le taux net de scolarisation est à 92% en 2015, c'est-à-dire pas loin de 100%. Cela veut tout simplement dire que des efforts sont faits et les allocations budgétaires, la croissance de ces allocations budgétaires commence par avoir des effets sur les indicateurs sociaux. Cette augmentation est appréciable et montre la volonté du gouvernement togolais d'investir dans les services sociaux. Dans les dépenses budgétaires de l'État, la part du social a régressé de 29% en 2009 à 26% en 2014. Elles sont inférieures aux prévisions du cadrage de la SCAP qui sont de 36,86%. La SCAP a prévu 38,4% des allocations budgétaires au développement des secteurs sociaux. Mais l'étude a montré qu'aujourd'hui, l'État est à un engagement de 25,5%. Plusieurs explications peuvent être données. La première, c'est que les années passées ont été consacrées au développement des infrastructures économiques. Mais ce qui est remarqué, c'est que depuis un an et demi, il y a une progression des allocations en faveur des secteurs sociaux. Il y a nécessité de rehausser le niveau des allocations budgétaires en faveur des secteurs sociaux et le CADERT recommande entre autres l'amélioration de l'assiette fiscale et des liens entre la politique, la planification, les budgets et l'exécution des programmes et projets en vue d'une protection sociale plus efficace. L'économie donc au service du social. Et vous le savez, le secteur privé aujourd'hui est considéré comme la pépite de cette économie togolaise. Comment l'arrimer, ce secteur privé, au secteur public pour accroître l'efficience de notre économie? Eh bien, ce partenariat a fait l'objet de discussions depuis ce matin. La Banque mondiale appuie la création de ce cadre. Les précisions de Dekousaou, Arnaud Lekidifou. Gouvernement et secteur privé apportent leur touche au document diagnostic du cadre institutionnel des partenariats publics-privés en vue de doter le ministère de l'économie et des finances d'une cellule spéciale partenariat public-privé. Le Togo veut faire de cette cellule un véritable outil de développement car elle est appelée à accroître l'efficience économique et de susciter une plus forte implication du secteur privé dans le financement de l'économie.
La Banque mondiale, je pense à cette convergence de vues avec le gouvernement sur le besoin d'impliquer le privé pour mettre en place les infrastructures nécessaires pour la croissance du Togo, mais également pour assurer la fourniture de services publics de base pour les citoyens. Donc avec un contexte où les ressources publiques se raréfient, aussi bien pour les bailleurs que pour les États eux-mêmes, et avec des besoins qui sont de plus en plus importants pour ces services d'infrastructure. Et donc la Banque mondiale se met avec le gouvernement du Togo pour l'appuyer, pour la mise en place de ce cadre qui va permettre de développer les partenariats publics-privés. Le secteur privé étant considéré comme l'un des moteurs de l'économie, doit être impliqué dans la réalisation des infrastructures et leur gestion. Le directeur de cabinet du ministère de l'Économie, des Finances et de la Planification du Développement a souligné que la mise en place de la cellule spéciale partenariat public-privé répond à cette problématique. La validation du rapport diagnostic du cadre institutionnel ouvre une nouvelle ère dans les relations publiques-privées. Les propositions qui seront faites permettront au gouvernement de prendre des mesures pour faciliter les investissements au Togo. Économie encore et les systèmes financiers décentralisés évoqués maintenant. Ça concerne les microfinances, les coopératives, et il y a une loi qui réglemente le secteur, notamment l'installation de ces coopératives d'épargne. La loi plutôt méconnue, d'où d'ailleurs le lancement d'une campagne de sensibilisation entreprise à travers tout le pays. L'étape de Kara, Nestor Moujou est notre bureau sur place. Le nombre d'institutions de microfinance au Togo jusqu'en 1995 n'atteignait pas 10. Ce nombre est passé à 86, 5 ans plus tard. Imaginez la situation aujourd'hui. C'est dire que ce secteur est en pleine évolution. Cette dynamique a nécessité la prise de mesures pour la mise en place d'une gouvernance adaptée et un encadrement plus adéquat. À la place de la loi 95-014 du 14 juillet 1995, une autre a été adoptée pour réglementer les SFD, systèmes financiers décentralisés. Il s'agit de la loi numéro 2011-009 du 12 mai 2011, dont le décret d'application a été signé le 3 décembre 2013. En vue d'améliorer la protection des populations par une meilleure information, le ministère de l'Économie, des Finances et de la Planification du Développement, à travers la CASIMEC, cellule d'appui et de suivi des institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit, a entamé une mission de vulgarisation de cette loi. L'étape de Kara a regroupé les préfets, les chefs de canton et autres acteurs de 12 préfectures des régions Savane et Kara. La loi est claire qu'avant d'exercer les activités de microfinance, il faut avoir l'autorisation. Mais il y a un dysfonctionnement. On voit des promoteurs qui ouvrent sans aucune règle à partir des récépissés ou sur simple déclaration, et ils arnaquent la population. Donc quand ils voient qu'ils ont suffisamment collecté les dépôts de la population, ils quittent. Peut-être il va s'installer dans une autre préfecture ou dans un autre canton, et ils changent de dénomination. Les chefs cantons, les préfets, les commissaires de police, de la gendarmerie, il faut qu'ils prennent contact de cette nouvelle réglementation et qu'ils nous accompagnent dans l'assainissement du secteur. Le projet secteur financier et gouvernance de la Banque mondiale apporte son soutien à l'initiative, de sorte à restaurer la confiance des déposants et de ne pas porter préjudice au développement de l'ensemble du domaine des microfinances. La nécessité s'impose aujourd'hui de limiter ou bien de mettre fin carrément à la prolifération de ces structures inutiles. Donc c'est pour cette raison que le projet a accepté financer cet atelier qui va permettre de mettre à la disposition des autorités administratives le cadre légal et réglementaire du secteur de la microfinance. Jusqu'au 31 décembre 2015, la CASIMEC a recensé au moins 139 institutions de microfinance qui exercent sans agrément, dont 24 ont déjà reçu une injonction de fermeture. Autre campagne à signaler, la campagne de contrôle de l'utilisation de la facture normalisée. Là aussi, l'opération s'étend sur tout le territoire. Il est précisément question ici de s'assurer que ce nouvel outil entré en vigueur il y a un an déjà par nos opérateurs économiques. Quel résultat donc sur le terrain? Le constat a été établi ce matin. Prudence Zilchou. L'utilisation de la facture normalisée peine à rentrer dans les habitudes de certains opérateurs économiques, notamment ceux des petites et moyennes entreprises. Sur 575 sociétés visitées en une semaine par l'équipe de contrôle de l'OTR, seulement 20% utilisent effectivement la facture normalisée,
dans les différentes opérations. Cette réticence constatée dans l'appropriation de cette réforme par les opérateurs économiques entraîne la chute des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée au niveau de l'Office. En 2015, la collecte de la TVA est chiffrée à 47 milliards de francs CFA, soit 12% d'augmentation par rapport en 2014. Au premier trimestre de cette année, les statistiques affichent une baisse de 4% suivant les prévisions. Un résultat peu encourageant qui nécessite des actions de sensibilisation à l'endroit des contribuables. Nous avons estimé que après le lancement du contrôle de l'utilisation de la feuille normalisée, passer en revue toute la situation qui a prévalu au cours de ce lancement de l'utilisation de la feuille normalisée. Donc avec la presse, nous avons essayé de donner les chiffres que nous avons constatés au niveau du manque d'utilisation de la feuille normalisée. Nous avons essayé de répondre aux questions. Les grandes entreprises ont vite compris la portée de cette réforme et l'adoptent plus facilement. C'est au niveau des micro, petites et moyennes entreprises que des défis demeurent sans toutefois perdre de vue le consommateur final qui a l'obligation de réclamer la facture normalisée après tout achat supérieur ou égal à 5 000 francs CFA. La facture normalisée concerne tout le monde. Elle met en œuvre aussi bien le fournisseur que le client qui est le consommateur. Le fournisseur, lui de bonne foi, doit délivrer la facture normalisée. Et le client, du fait de son droit, doit exiger la facture normalisée. Donc nous invitons tous les consommateurs au niveau national de dénoncer tous ceux qui ne vont pas vouloir leur délivrer la facture normalisée. Certains pays de la sous-région, notamment la Côte d'Ivoire, ont déjà expérimenté positivement la facture normalisée, ce qui leur a permis d'améliorer significativement leur assiette dans la collecte de la TVA. Le Togo est aussi dans cette dynamique dans le but d'atteindre une meilleure mobilisation des ressources internes de l'État. L'actualité, c'est aussi la 6e phase opérationnelle du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement. La stratégie du Togo vient d'être élaborée. Les précisions, Antoinette Oumavova. Le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial, PMF-FEM, a depuis son démarrage au Togo en 2008 aidé les ONG et les communautés à la base à trouver d'amples solutions aux problèmes environnementaux. Ceci à travers des appuis financiers et techniques pour l'exécution des projets communautaires susceptibles de contribuer à la gestion durable des ressources naturelles et à la protection de l'environnement. Ainsi, le PMF-FEM a noué un partenariat avec le laboratoire de botanique et écologique végétale de l'Université de Lomé dans l'élaboration de la stratégie du Togo pour la 6e phase opérationnelle. Celle-ci repose sur la gestion des ressources naturelles dans les paysages. L'option paysagère permet de concentrer les moyens. Pour être efficace, il faut concentrer les moyens. Donc nous avons retenu, la stratégie a retenu 3 paysages au Togo, la Cuesta de Bombouaka, le bassin versant de la rivière Kara et le complexe fluvio-lagunaire du sud Togo. Donc 70% de nos financements jusqu'en 2018 seront concentrés, vont permettre de financer des projets communautaires qui seront localisés dans ces 3 paysages. Et 30 autres, enfin les 30 autres permettront de financer des projets hors ces paysages-là. Donc pour mener à bien les activités pour restaurer, conserver la biodiversité, promouvoir les activités économiques, il faut développer une stratégie qui permette à l'intérieur de ces paysages de coordonner de telle sorte que les activités économiques n'empiètent pas trop sur les ressources naturelles et où la conservation aussi n'empêche pas aux acteurs locaux de pouvoir bénéficier de ces ressources-là. Les orientations stratégiques qui seront adoptées guideront la mise en œuvre du programme jusqu'en 2018, ce qui permettra de réduire la dégradation des terres et des habitats naturels des paysages en vue de préserver la biodiversité locale. Le PMF a financé entre 2010 et 2014 en 6 rounds 72 initiatives communautaires portées par 56 ONG et associations et 16 organisations communautaires à la base.
Il est 20h20. On en vient maintenant à notre deuxième titre ce soir. La signature de convention ce jeudi entre la HAC et les médias audiovisuels du Togo, les médias privés. Beaucoup par cet acte renouvellent et se mettent en règle. Il y a aussi des mauvais élèves dans la classe. Ramdan Bassina. L'article 45 de la loi organique de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC stipule que c'est cette instance de régulation des médias qui accorde l'autorisation d'installation et d'exploitation aux différents organes. C'est justement sur cette base que 37 chaînes de diffusion sonore et télévisuelle ont vu leur convention renouvelée, ce qui conforte ces médias dans leurs prestations. Quant aux autres qui ne sont toujours pas en règle, ils sont rappelés à l'ordre. Les autres médias, nous les observons. Nous leur accordons encore un sursis afin qu'ils puissent apprêter leur dossier. Il y en a même qui nous ont approchés hier, avant que nous ne quittions le bureau, pour nous dire qu'ils sont prêts. Nous leur avons dit que c'était trop juste pour pouvoir les satisfaire. Donc la porte est ouverte, la porte de la haute autorité est ouverte, afin qu'on puisse les aider et apprêter leur dossier. Avant cette signature de convention, la HAC a initié en octobre 2015 et avril 2016 des tournées d'information et de sensibilisation à l'intention des organes. Aujourd'hui, pour ceux qui sont en conformité avec les règles, c'est une fierté. C'est une joie pour nous parce que ce renouvellement, on l'attendait depuis. Ça ne fait que reconfirmer notre présence. Ça ne fait que, puisque nous sommes créés depuis 1999, mais une telle convention, je crois qu'on ne l'a pas encore signée. Et pour la première fois que nous la signons, ça nous fait beaucoup plaisir. Le ministre en charge de la communication, Guy Madio Lorenzo, salue l'engagement de tous les acteurs et appelle les promoteurs de ces médias à plus de professionnalisme. Vous représentez le quatrième pouvoir. Vous représentez la conscience de la nation. Donc, je souhaiterais que cette responsabilité qui est la vôtre soit assumée totalement et que le professionnalisme soit toujours votre l'objectif vers lequel vous vous dirigez, que ce soit par tout temps, que cela soit comme une flamme, une lumière vers laquelle vous vous dirigez. Aujourd'hui, 37 médias audiovisuels sont en règle. J'exhorte les autres également à leur emboîter le pas avec l'aide de la HAC et de la RTP pour pouvoir satisfaire au premier thème de cette réunion, la légalité. Dans certains pays, si vous n'êtes pas en règle, on coupe la fréquence aussi simple que ça. Mais ce n'est pas le cas dans notre pays et je ne souhaiterais pas que nous en arrivions à cela. La durée de l'autorisation d'installation et d'exploitation est de 10 ans pour la télévision et 5 ans pour la radiodiffusion. Les retardataires ont jusqu'au 31 août 2016 pour être en règle. Dans le reste de l'actualité, ce prix, cet encouragement pour l'Ardja Laré qui voit ses efforts récompensés. L'Ardja, eh bien, c'est ce coton-culteur dans l'automne primé, vous allez voir, à Dapon, la correspondance de Désiré Alonji. Il s'appelle L'Ardja Laré, un producteur de coton à Kwagorgou, dans le Pendial. Une référence, un exemple à suivre. Pour avoir emblavé 5 hectares 17, il a récolté 12 tonnes 120 pour un rendement de 2 tonnes 344 hectares. Un coton de qualité cédé à la NSCT avec remboursement de crédit. Il répond aux critères exigés et se hisse comme meilleur producteur de coton dans la région des Savanes. Il vient d'être récompensé. Un tracteur flambant neuf, une enveloppe de 100 000 en plus d'une formation du tractériste. Un effort couronné qui rime avec la nouvelle politique cotonnière au Togo, celle de s'activer et tendre vers la vision 200 000 tonnes à l'horizon 2022. J'allais profiter de l'occasion pour lancer un appel et exhorter les autres producteurs à emboîter le pas, surtout à copier ce que je fais. Et je crois qu'à partir de ce tracteur, vraiment je ferai grand chose. Et là, permettez que l'occasion me permette de remercier tous les initiateurs, en commençant par le chef de l'État. Une performance atteinte grâce au respect de l'itinéraire technique. Le producteur Laré Larja est un producteur innovateur.
c'est quelqu'un qui écoute les conseils techniques. Depuis les semis, les entretiens, la récolte, jusqu'à la mise au marché, il respecte toutes les recommandations de l'encadrement. Parmi les primés dans les 5 préfectures de la région de Savane, on compte 5 lauréates battantes. Elles deviennent progressivement des leaders, prêtes à défier les hommes. Nous promettons au gouvernement, à la nouvelle société et à la FNGPC que nous ferons de tout de notre mieux en respectant les itinéraires techniques de production pour faire monter la production et atteindre les objectifs de 200 000 tonnes à l'horizon 2022. Un esprit de concurrence à la base pour remettre la filière cotonnière sur les rails de relance avec une vision précise. Les critères qui nous ont permis de sélectionner ceux qui doivent être primés sont fondés sur le rendement à l'hectare. Mais il ne suffit pas simplement de produire. Lorsqu'on produit, il faut pouvoir vendre. Et dans ce contexte, le deuxième pilier de cette relance, c'est la qualité. Et donc, ce que nous avons récompensé, c'est des gens qui ont un bon rendement au champ et qui ont réussi à tout vendre au premier choix. Nous avons des techniciens qui sont avec les producteurs sur le terrain. Il faut que les producteurs, chaque producteur qui veut faire le coton, accepte d'aller vers ces conseillers-là. Le semi-précoce, le non-détournement des intrants, le respect de l'itinéraire technique, le regroupement des producteurs, l'organisation de cautions solitaires, le fumage à la bonne dose et la récolte échelonnée sont entre autres consignes simples à respecter fermement pour réussir dans la filière cotonnière. De la culture avec Africa Rythme, un rendez-vous des sonorités d'ici et d'ailleurs. La 9e édition vient d'être lancée. Roberta Olipio, Gérald Agoudjou avec Medina Salami. Le Festival international des musiques d'Afrique, Africa Rythme, est officiellement lancé ce jeudi pour le compte de l'année 2016. À ce 9e rendez-vous de promotion de la musique 100% africaine, d'éminents artistes sont annoncés. Il s'agit des groupes de concerts animés par Electric Togoland, promoteur de la musique franco-togolaise avec Amen Viana et d'autres artistes togolais, King Messon, Damaouzon, Patricia Collet, tous attendus ce 20 mai à l'Institut français de Lomé. Des chanteurs du Ghana et du Bénin viendront joindre leur voix à cette initiative de l'association Accent Croisé. Un caractère très éclectique à l'album, il y a de la pop, il y a du rock, il y a du blues, il y a du jazz. Et je pense que tout ça peut se mélanger à la musique togolaise tout en restant de la musique togolaise en fait. Nous sommes déjà en préparation pour la 10e édition qui se fera en 2017. Et donc c'est un honneur pour nous, c'est une joie de pouvoir faire pérenniser ce festival-là qui demeure international et qui demeure un grand plateau, une grande vitrine de promotion de la culture musicale togolaise, de par le continent, de par le monde. Au-delà des prestations, des échanges seront menés sur l'amouage mutuel des artistes et journalistes du Togo, ce qui permettra aux artistes et journalistes de se renseigner sur les différentes opportunités de promotion socio-économique qui leur sont offertes. Et voilà, on vient de l'entendre, le rendez-vous est donc pris sur le 21 mai, fête de la musique. Autre rendez-vous et pas des moindres, c'est chaque jeudi et c'est dans ce journal et c'est avec M. Claude Amand qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Claude. Bonsoir Gerson. Alors hier, le sélectionneur national Claude Leroy a rencontré la presse sportive. De quoi avez-vous parlé concrètement? Gerson, il a été essentiellement question des matchs que les éperviers auront à livrer le 27 mai contre la Zambienne Amicale à Lomé et le 5 juin contre le Libéria Morovia pour le compte des éliminatoires de la CAN 2017. Claude Leroy en a profité pour rendre publique la liste des 23 joueurs convoqués. Jean-Kofi Edigi. Le Togo doit faire une bonne prestation lors des prochains matchs, notamment face à la Zambie le 27 mai en amical à Lomé et surtout la rencontre du 5 juin à Monrovia avec les Lone Stars du Libéria, match comptant pour la 5e journée des éliminatoires CAN Gabon 2017. Au niveau du staff technique des éperviers, les mesures sont prises pour un bon résultat. En témoigne la liste des 21 joueurs convoqués par Claude Leroy. On y retrouve tous les cadres de l'équipe, dont Agassa Kossi, Jen Dakonam, Mathieu de Servi, Alexis Romao, Serge Akapo et autres, Adebayo Chei, ainsi que le retour en sélection du goal Tchagouni Baba. On appuie sur des bases de données que j'ai, sur les certitudes que j'ai, sur la connaissance
certains joueurs. Bien évidemment, il y a beaucoup de joueurs que je connais. J'ai visionné les 2 derniers matchs contre la Tunisie. On va travailler maintenant en vidéo sur le match du Libéria. Donc, il aurait été quand même incroyablement prétentieux de ma part d'arriver de 3 semaines, de dire de débarquer tout le monde et puis de prendre un risque inconsidéré pour un match aussi important. Cette liste sera complétée soit par des joueurs locaux après la rencontre amicale qui les opposera à la sélection régionale de Sokoré le dimanche prochain, soit par d'autres cadres de l'équipe nationale. Le Togo, logé dans la poule A des éliminatoires CAN Gabon 2017, est classé 3e derrière le Libéria et la Tunisie après les 4 premières journées. Et voilà donc la Fédération togolaise de football 6 à Kégué. On va rester dans les parages de Kégué pour parler cette fois-ci de la Coupe de l'Indépendance dans le district numéro 5. Cette Coupe de l'Indépendance qui a livré son verdict lundi dernier. Et c'est le club Kamel de la localité qui a battu Lyon FC de Tokoin, les produits de tir au but 3-1, 0 partout à l'issue du temps réglementaire. Champion Touba y était. À cette finale de la Coupe de l'Indépendance dans le district numéro 5 de football de Lomé, il y a eu spectacle, mais les buts se sont fait rares. 0 but partout entre Lyon FC de Tokoin en orange et Kamel FC en blanc à la fin du temps réglementaire. Finalement, c'est à l'issue de la fatidique épreuve des tirs au but que Kamel de Kégué a pu s'en sortir, réussissant 3 tirs contre 1 pour Lyon. Ils étaient déconcentrés depuis l'arrivée de notre équipe. C'est ça qui a joué. On va tout corriger à l'entraînement. On se prépare aussi pour la Coupe du Togo. On les avait gagnés dans les poules. Aujourd'hui, on était venu pour les confirmer que nous sommes plus forts, plus eux. La Coupe de l'Indépendance a pris fin certes, mais le district numéro 5 de football de Lomé n'en a pas fini avec les compétitions, surtout que le coach Claude Leroy des Éperviers est à la quête de nouveaux talents. Le bilan est largement positif. On n'a pas connu d'incident tout au long quand même de ce tournoi. Et la finale aussi aujourd'hui s'est déroulée dans de bonnes conditions. Prochainement, dans 2 semaines je crois, nous avons la coupe du district numéro 5. Dans les prévisions de récompense, il faut retenir les prix du meilleur joueur, meilleur buteur, des 4e et 3e places, du malheureux finaliste l'UFC de Tokoin et du vainqueur Kamel FC de Kégué. Allez, direction maintenant l'Europe. L'Europe où Séville FC a inscrit son nom pour la 3e fois consécutive. Il faut le faire, son nom, dans l'histoire de l'Europa League. Claude. Gerson en finale disputée hier à Bâle en Suisse. Séville a coulé au poteau Liverpool 3-1. Pourtant, ce sont les Reds qui avaient pris une bonne option en ouvrant le score. La 3e triplé historique pour le FC Séville en Ligue Europa. Les Andalous deviennent les premiers à la gagner 3 fois de suite. 5e titre au total, leur propre record est même amélioré. Pourtant Sturridge d'un superbe extérieur du gauche a montré la bonne direction aux Reds. Mais un arbitrage distrait combiné à la furia andalouse vont donner un autre visage à cette finale. Gamero d'abord égalise. Le réserviste de Deschamps marque son 7e but lors des 6 derniers matchs de Ligue Europa. Gamero en éclaireur et Coquet en héros, le capitaine sévillan mène les siens au triomphe. 3-1. Cette fois-ci, Liverpool n'aura pas renversé la situation. Nous, les Sévillans, nous aimons cette compétition. Nous en sommes arrivés à un point où nous l'aimons tant, nous la voulons tant, que nous arrivons à la gagner. Et ça nous rend heureux. Mais ce qui est surtout important, c'est que nous prenons du plaisir dans le chemin qui nous mène à la victoire. La progression plus que la finale. Chaque match à élimination, chaque jour de préparation qui nous a menés jusqu'ici. On a bien entamé le match, mais malheureusement le but encaissé en première période nous a fait beaucoup de mal. À la mi-temps, le coach nous a dit de ne surtout pas changer notre plan de jeu. Nous avions confiance en nous et nous avons été très chanceux de marquer au retour des vestiaires, c'est vrai. Mais notre 2e période fut excellente. L'équipe a été plus forte offensivement et je pense que c'est ce qui nous a permis de remporter cette finale.
Voilà, Claude, ce sera pratiquement tout pour cette page des sports. Effectivement, Gerson, juste le temps d'informer les passionnés du championnat anglais que samedi, Alfred Colani et ses invités se retrouveront pour un bilan de Direct Foot. Merci beaucoup, Claude Amand. Autre rendez-vous ce soir sur notre antenne. C'est après cette édition du soir. C'est l'émission, le magazine Jeudi Femmes. Le thème aujourd'hui, elle se retrouve de plus en plus seul. Profil des invités, ce sont des femmes mariées, femmes séparées, psychologues et sociologues. Émission à suivre tout à l'heure avec Lys Jamier. Fin de cette édition, je vous souhaite une belle soirée.